L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existant depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive, les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight, and we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit un guerrier, une guerrière, deux représentants d'une fédération de Wing Chun. C'est la première fois qu'on reçoit des représentants de cette fédération-là. Et comme je disais tantôt hors d'onde, c'est aussi la première fois qu'on reçoit des pratiquants de Wing Chun sur le podcast. Donc en 2 ans, je pense qu'il était temps. Je vais vous inviter à vous présenter chacun votre tour. Là. Jérémy est pas là ce soir, donc je vais piloter ça du mieux que je peux. Présentez-vous, introduisez-vous, savoir un peu d'où vous venez, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans votre vie tout d'abord. On va laisser madame commencer. Ah, c'est parfait, c'est un gentleman. Ok, bonjour à tous, je suis Oumou Kairi Thiam et en fait, je suis basée à Montréal, je suis dans cette fédération depuis maintenant 11 ans. J'ai commencé les arts martiaux bien plus tôt, depuis l'âge de 7 ans à peu près. Et en ce moment, je continue toujours les arts martiaux, j'ai des enfants maintenant, je travaille toujours à temps plein, etc. Mais les arts martiaux font toujours 100% partie de ma vie et puis même mes enfants le pratiquent maintenant. Donc c'est vraiment génial. On y reviendra. Super. Écoute, moi ça fait que je fais du Wing Chun, ça fait 25 ans. Ok, j'ai commencé aussi à l'âge de 8 ans les arts martiaux en Argentine. Puis à partir de là, presque toute ma vie, j'étais un grand passionné des arts martiaux. Puis voilà, j'en mange encore des arts martiaux. Je pense que dans le futur, je vais continuer à faire des arts martiaux. Je pense qu'il va me suivre jusqu'à temps que je serai plus partie de cette dimension-là. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ça c'est mon historique martial, disons. Tantôt, on a passé vite fait sur les débuts. C'était quoi le style au début? Puis c'était qui le professeur? Comment c'est arrivé là, plus précisément? Là? Oui, en fait, moi je suis née en Arabie Saoudite dans les années 80. Okay? À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'options. Et il n'y avait pas beaucoup d'options, même pour la télé. Alors, tout ce que je regardais depuis que j'étais petite, mes parents nous louaient des cassettes vidéo de Bruce Lee et Jackie Chan sans sous-titres. En chinois. Puis donc, j'ai commencé avec ça. Et le seul style auquel j'avais accès, c'était le karaté. Donc, c'était le premier style que j'ai commencé. C'était à l'école que j'ai commencé à faire du karaté quand j'avais l'âge de 7 ans. Quand j'ai déménagé en France par la suite, là, j'avais plus accès à de la boxe française. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant quelques années, la boxe française, jusqu'à ce que j'arrive à Montréal pour l'université en 2001 que je suis arrivée ici. Et là, j'ai eu accès vraiment un peu plus au kung-fu. J'ai commencé différents styles parce que j'étais vraiment à la recherche d'une école très traditionnelle. À cause de ce que j'avais vu des films depuis que j'étais petite, je cherchais vraiment un enseignement très traditionnel et j'ai eu du mal à le trouver au départ. Donc, j'ai fait plusieurs écoles. J'ai fait du tai chi un petit peu, j'ai fait du Hunggar pas mal pendant quelques années avant d'arriver dans cette fédération il y a 11 ans et de commencer vraiment le Wing Chun. Là, en ce moment, maintenant, je fais du Pak Mei. Puis on y reviendra au Pak Mei tantôt. Donc, Pierre, si on peut revenir un peu aussi à ton parcours, parce que tu as dit vite fait, j'ai commencé en Argentine. Ça m'intéresse, moi, c'est comme susciter ma curiosité. Notamment parce que moi, mon premier professeur d'arts martiaux quand j'étais tout petit, c'était un Argentin. Fait qu'on y reviendra peut-être tantôt. Là. Mais en Argentine, ça s'est passé comment? Ben écoute, en Argentine, c'est mes parents qui m'ont envoyé faire des arts martiaux parce que moi, je suis né au Québec, puis à l'âge de 8 ans, j'étais allé en Argentine. Puis quand on est arrivé en Argentine, c'est pas un pays comme ici, donc il n'y a pas vraiment de classes d'accueil pour apprendre la langue. On te pitch directement au public, puis tu te débrouilles, puis tu apprends la langue. Et l'Argentine, ça se bat beaucoup. Okay? Il y a beaucoup de batailles dans l'école et tout. Et on se battait tout le temps.
Et là, ma mère voulait vraiment qu'on soit pacifique. Et mon père, c'était le contraire. Non, il faut apprendre à te défendre. Donc, ils nous ont envoyé un orphelinat. Il y a un orphelinat pas loin de chez nous pour apprendre le judo. Puis là, on est allé dans l'orphelinat où il a donné des cours de judo. Puis j'ai resté là avec mon sensei qui s'appelle Zapata, que j'ai retrouvé dernièrement, justement. J'ai resté là 6 ans, jusqu'à temps que je retourne au Canada encore. Mais ça veut dire que tu as voyagé beaucoup. T'es né au Québec, t'es allé passer quand même plusieurs années en Argentine pour revenir ici. Ouais, c'est ça, j'ai fait beaucoup. Puis tes parents, est-ce qu'ils étaient d'origine argentine? Pourquoi? C'était quoi la raison d'aller? Ben, ma mère est chilienne, mon père est argentin. OK. Puis là, ils ont décidé d'aller en Argentine pour essayer de répartir la vie en Argentine. Ben, on a resté là 8 ans. Puis bon, après ça, il y a la crise économique dans les années 90. Donc, on est parti juste un peu avant la crise économique, puis on est revenu au Canada. Je suis retourné ici. J'ai vécu une période où j'étais un peu délinquant, puis c'est les arts martiaux qui m'ont ramené dans le bon chemin. Et là, j'étais allé faire je me rappelle, j'avais commencé à faire du Hapkido avec Serge Bobil sur Laurentide. J'ai fait 1 an avec lui, un peu moins qu'1 an. Et après ça, j'ai découvert l'école Wing Chun sur Henri Bourassa. Puis voilà, là, ça c'était mon début en 98. Puis c'est quoi qui vous a accroché? Peut-être on peut commencer par Kairi. Qu'est-ce qui vous a accroché dans la fédération ou dans l'école de Wing Chun dans laquelle vous êtes, qui se distinguait des autres? Parce que vous avez la particularité tous les deux d'avoir essayé plusieurs choses avant. Fait qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés à cette école-là? Pour moi, 100%, c'était l'enseignement très traditionnel. C'était ce que je recherchais. Okay. C'est très, très, très difficile à trouver. Donc, c'était vraiment cet aspect qui est beaucoup plus que juste de faire des coups de poing, des coups de pied et d'apprendre des formes, mais aussi toute la philosophie derrière et pourquoi et toute l'histoire. C'était vraiment le fait de pouvoir transporter une partie de l'histoire et de faire partie de l'histoire avec ça, et de pouvoir prendre aussi tous les préceptes, et un peu comme si tu téléchargeais toutes les connaissances d'un grand maître, et que tu peux transmettre ça aussi. Donc moi, en ce moment, je veux dire, même si je regarde, et je sais que on en parlait avec Pierre plusieurs fois, dans mon travail, ce que je fais, c'est que je suis mentor pour des entrepreneurs, ok? Donc des entrepreneurs qui font des millions de dollars, etc. Je suis mentor, et une bonne partie de ce que je leur enseigne, c'est tout ce qui est mindset. Et je suis pas formée en mindset. Tout ce que je connais du mindset, c'est ce que j'ai appris dans les arts martiaux. Et ça transforme des vies en affaires, tu vois. Donc c'est vraiment c'est tout cet aspect-là qui est bien au-delà de juste physique, mais c'est tout l'aspect mental, tout l'aspect spirituel qui vient avec, qui fait que je reste là encore. Donc il y a plein de choses qui ont changé dans la vie, mais il y a 2 choses qui n'ont pas changé. C'est genre ma famille, mon mari, mes enfants, etc. Puis ma famille du Kung Fu, c'est comme ça reste, en fait. Puis je veux pas spoiler comme le contenu de ce que tu donnes à tes clients, mais est-ce que tu peux nous donner un exemple de lien? Parce que tu dis, dans le fond, le mindset, ce que je transmets à mes clients entrepreneurs, c'est ce que j'ai appris dans les arts martiaux. T'aurais-tu un exemple concret, peut-être, pour de ce que tu as été chercher puis de ce que tu es capable de passer? En fait, ce que je me rends compte, c'est que c'est très similaire. À la fin de la journée, tout ça, c'est du développement personnel, que ce soit les arts martiaux, que ce soit avoir son entreprise, que ce soit être médecin, que ce soit être chanteur, c'est tout du développement personnel, parce que les gens, ils font face aux mêmes choses. En arts martiaux, quand tu fais du sparring, tu te prends un coup dans la face puis que tu tombes et que ça saigne, bah tu restes pas par terre parce que sinon tu vas te prendre d'autres coups. Tu te relèves, ok, et tu te remets tout de suite en position puis tu continues. C'est la même chose. Quand on voit en affaires des gens il y a toujours quelque chose qui marche pas comme on avait prévu. On fait des erreurs, etc. Ben t'as ceux qui tombent puis qui se relèvent pas. Et finalement, ils disparaissent. Puis t'as ceux qui se relèvent et puis qui continuent, puis qui apprennent. Et au fur et à mesure, ce sont ces personnes-là qui sont là plusieurs années après et qui sont au top. Ok. Donc c'est un peu le même concept. Quand je regarde nos arts martiaux, t'as toujours plein de gens qui commencent à apprendre. Puis au fur et à mesure que les gens évoluent puis qui grandissent, t'as beaucoup de gens qui commencent à disparaître. Parce que soit c'est difficile ou parce que ça amène des peurs, etc. C'est un peu la même chose. On voit la même chose dans la compétition au niveau des affaires, en fait. Donc, c'est vraiment, il y a plein d'exemples comme ça, mais c'est vraiment ce mindset de continuer. Donc, même nous, on les appelle business athletes. Ce sont des athlètes des affaires. C'est le même concept.
Ah, tout à fait, c'est vrai. Mais c'est excellent, là. C'est clair que quand on en fait des arts martiaux, on peut voir le lien, mais pour quelqu'un qui écoute puis qui en a jamais fait, faire le lien entre le monde des affaires et les arts martiaux, c'est peut-être pas toujours évident, là. Mais tu sais, on le voit même juste sur les tests, sur des passages de ceinture, dans tout ce qui est, en tout cas chez nous, il y a des ceintures, puis tu sais, comme quand t'as les examens, les tests débutants ou les tests de haut niveau, mais plus premier niveau, mais là t'as beaucoup de gens, puis plus ça avance, plus le niveau et moins il y a de gens, ça s'écrème entre guillemets. Exact. Ça veut pas dire que les autres étaient pas bons, ça veut juste dire que c'est pas pour tout le monde Exact. cette voie-là dans la vie. Ouais. C'est le même concept, 100%. on voit exactement la même chose en affaires en fait. Ouais, vraiment, tellement. Puis Pierre, dans la vie, outre les arts martiaux, tu fais quoi? Non, moi, c'est un cas assez particulier. Moi, je me suis donné à 110% dans les arts martiaux. Moi, j'ai vécu de ça. Depuis 20 ans, plus que 25 ans que je me donne à 90% à la fédération puis à l'école. Donc, ma vie est vraiment imprégnée dans la voie martiale, comme on appelle ça. Cela m'a permis à m'épanouir sur beaucoup d'aspects que l'école m'a amené, tant au niveau philosophique qu'au niveau technique, au niveau expérience de vie. Comme on m'en parlait, hein, c'est des choses que tu apprends dans l'école qui te permet à grandir en tant que personne. Ok, c'est surtout ça, et surtout à l'école, nous on enseigne apprendre à se connaître soi-même. C'est ça qui va t'aider à réussir dans la vie, parce qu'il faut que tu apprennes à connaître toi-même. Quand on parle de connaître soi-même, mais c'est pas juste connaître ses forces, mais aussi connaître ses faiblesses. C'est ça, dans les arts martiaux, on découvre les faiblesses à fur et à mesure. Tu sais, on enseigne des techniques, et à un certain moment, tu te rends compte que tu as une certaine faiblesse à quelque part, mais tu découvres la faiblesse, puis à partir de là, tu trouves des outils de travail pour surmonter cette faiblesse-là. Et c'est toujours dans le fond, c'est une évolution continue. Ok, mais c'est toujours envers soi. Ok, c'est ça qui est merveilleux avec les arts martiaux. Donc, ça rejoint à peu près ce que Homo disait, que tu peux l'appliquer dans n'importe quel aspect de la vie, quoi. Puis, on peut-tu revenir peut-être un peu sur les particularités de votre école, le professeur qui l'a fondé, parce que d'où ça vient, c'est quoi le background, juste situé pour les gens qui écoutent le Wing Chun en général, mais aussi votre école, votre fédération. Ben, essentiellement, Homo peut me suivre après, mais cette partie-là, on a quand même écrit plusieurs articles. Notre branche, la branche du Vietnam, elle est assez particulière pour le Wing Chun. Les Wing Chun qu'on connaît les plus, c'est les Wing Chun de Bruce Lee et de Yip Man, ok? Mais ça, c'est la branche qui s'est développée plutôt au sud de la Chine, Hong Kong. Mais nous, c'est la branche du Vietnam, donc c'est ceux qui ont immigré au Vietnam. Puis nous venons de la branche de ceux qui pratiquent les 5 animaux. Okay. Qu'est-ce qui fait la particularité de notre style, c'est que nous avons gardé les 5 animaux du Shaolin, parce que le Wing Chun vient du Shaolin. Donc c'est ça vraiment qui est différent avec notre style de Wing Chun. Et toute l'historique qui vient de la lignée du Vietnam, pourquoi ils sont arrivés au Vietnam, c'est à travers les plusieurs guerres qu'il y a eu en Chine, hein, dans les années la guerre des dynasties entre les Qing et les Ming. Ça aussi, il y a eu un flot d'immigration qui est allé au Vietnam. Après ça, il y a un autre deuxième flot, lorsque les communistes ont pris le pouvoir en Chine, il y a un deuxième flot aussi qui sont arrivés au Vietnam. Donc, il y a beaucoup de styles de Kung Fu qui ont voyagé au Vietnam, et notre branche, justement, de Wing Chun, qui pratique les 5 animaux, vient du Vietnam, et c'est la nôtre, quoi. Et bon, puis c'est ça, à partir de là, l'histoire commence avec l'école de Ching Wu. Puis dans votre style, on peut-tu expliquer un peu, parce que moi l'image qui me vient, j'ai jamais fait de Wing Chun. Moi je fais du karaté, puis l'image qui me vient quand on me parle de Wing Chun, c'est l'exercice des mains collantes là, tu sais, c'est avec l'homme de bois, puis c'est la seule chose que je vois, tu sais, ou peut-être la série Warriors là, comme dans le style de combat, tu sais. C'est mes référents. Fait qu'est-ce qui distingue, disons, la pratique du Wing Chun, puis d'un point de vue martial, comment ça fonctionne, c'est quoi votre entraînement, expliquez-nous ça. OK. Écoutez, nous, le Wing Chun, comme tu l'as mentionné, ça c'est les clichés. Tu parlais des mains collantes et les mannequins bois. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup plus vaste que juste ça. Ouais. OK. Il y a
il y a tout l'aspect des formes. Ok, on parle des 5 animaux, donc les 5 éléments. Ce sont des katas qu'on va du plus rigide au plus souple. Puis on enseigne les 5 animaux justement pour que on puisse voir les 5 aspects des combats. Okay? On peut pas battre l'élément toujours. On peut pas toujours se battre de la même manière. Okay? Donc on fait une approche avec les 5 éléments justement pour qu'on puisse comprendre les différentes facettes des combats. Et à partir de là aussi, on monte aussi les mains collantes. Mais les mains collantes, c'est un aspect qui, si tu l'isoles seulement les mains collantes, mais c'est comment je peux t'expliquer, c'est pas applicable en combat. Les mains collantes, c'est un élément qui va aider au combat, mais tu peux pas te battre en main collante. Ok, ça aujourd'hui, je vois beaucoup de styles de Wing Chun qui font que des mains collantes. Puis ils vont essayer d'appliquer ça dans les combats dans la rue ou dans les combats MMA, puis ils se font ramasser. Mais parce que ça, c'est un exercice pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est la sensibilité du toucher. Ok. Puis il y a des principes derrière, mais c'est pas enseigné dans le but d'être appliqué. Voilà, c'est ça. C'est donc. Puis c'est sûr que c'est relié avec les courts trajets aussi, parce que le Wing Chun pratique les courts trajets, et plus qu'on est proche de l'adversaire, mais plus que nous sommes à l'aise. Puis aussi on parle aussi de la ligne droite, on vise la ligne médiane. Donc tu vois les mains collantes avec le rapprochement de l'adversaire et la ligne directe. Là tu commences à comprendre un peu plus c'est quoi le Wing Chun. Ok. Et le Wing Chun, et en plus tu dois rajouter aussi les 5 animaux. Les 5 animaux c'est pour travailler justement les 5 forces différentes qui va te permettre à développer les techniques de manière plus efficace. Et les mannequins bois, mais c'est sûr que les mannequins bois est très important aussi parce que les mannequins bois, c'est un exercice pour rendurcir le corps, te rendre plus fort aussi, puis tu pratiques avec un adversaire qui se fatigue jamais. Donc voilà, ça je te parle des grandes lignes de Wing Chun, c'est plus profond que ça, mais juste pour pas trop rentrer en détail, mais au moins tu peux aussi Et ce que j'allais ajouter, parce que par exemple moi quand je faisais d'autres styles avant, j'ai fait les 5 animaux, mais c'était complètement différent. C'est-à-dire même si c'est le même tigre, on parle toujours du serpent, on parle du dragon, etc. La manière, déjà les formes étaient différentes, mais aussi le déplacement était complètement différent. Au Hung Gar, par exemple, on s'était beaucoup du long trajet. Et quand on dit long trajet, c'est des grands mouvements explosifs. C'est très presque arrogant en fait. Alors que au niveau du Wing Chun, même si c'est les mêmes formes, on parle du même style de force. C'est des déplacements beaucoup plus petits, beaucoup plus directs, beaucoup plus rapprochés du corps en fait. Donc c'est une des choses pour moi c'était une transition en arrivant au Wing Chun d'apprendre ça. Et aussi l'autre chose, je me rappelle qui m'avait marqué quand je suis arrivée, c'est de voir des mannequins de bois énormes. Quand on voit du Wing Chun, tu sais, dans les films, etc., avec que ce soit Ip Man ou Bruce Lee, ou bien la plupart des choses qu'on voit en ligne, c'est des mannequins de bois qui sont très petits, qui sont minces, ok. Alors que quelqu'un qui vient voir nos mannequins de bois à l'école, ils sont massifs. Ça prend 2-3 personnes pour le déplacer à chaque fois. Donc, et ça, je sais pas si Pierre. Ouais, 3 personnes faciles, là. Donc c'est énorme. Et quand tu te prends là-dedans, ça fait mal. Mais de comprendre en fait pourquoi, et c'est une des choses, peut-être Pierre tu peux raconter l'histoire, mais c'est une des raisons pour lesquelles notre style est aussi différent, c'est plus traditionnel au niveau du Wing Chun que ce que la plupart des gens savent du Wing Chun. Il y a un historique derrière qui vient même expliquer pourquoi le mannequin de bois a l'air différent. Fait que des petites différences comme ça au niveau Wing Chun, le traditionnel versus le Wing Chun moderne, mais aussi les 5 animaux, c'est pas la même chose partout. Quand on pratique les arts martiaux, on le sait, ça, mais c'est pas nécessairement clair pour tout le monde. Donc, je voulais juste rajouter ce point-là. Puis, ça, le concept des 5 animaux chez vous, il se décline comment? Parce que tantôt, Pierre faisait une référence aux 5 éléments. Donc, oui. Je peux comprendre le feu, l'air, tout ça, mais peux-tu détailler comment ça s'applique? Comment c'est transmis? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Déjà, c'est transmis dans un ordre particulier chez nous. Donc Pierre disait, et c'est drôle parce que même quand je faisais du Hung Gar, on commençait aussi par le tigre. Maintenant, je sais pas si l'ordre allait rester le même exactement jusqu'à la fin parce que j'ai juste fait 2-3 ans là-bas avant d'aller à l'école où je suis maintenant à la fédération, et c'est ici que j'ai fait vraiment plus un long cursus. Mais c'est, comme Pierre disait, de la rigidité à la souplesse.
Donc il y a un ordre. On commence par le tigre. Le tigre, il est plus rigide. C'est vraiment le courage. Il a des mouvements qui sont très carrés. Ok, c'est vraiment la force, une force qui est très directe. Ensuite, c'est le léopard. Le léopard, c'est un peu plus, ça bouge différemment. On commence la flexibilité, mais on n'y est pas encore. Ok. Par la suite, c'est la grue. La grue, elle a des mouvements vraiment beaucoup plus amples, etc. Mais c'est aussi beaucoup de flexibilité, de souplesse, etc. Le dragon par la suite, une force encore une fois qui est très différente, puis pour finir par le serpent, qui est vraiment la souplesse totale. Donc il y a un ordre pour ça, et ça se traduit aussi par la suite par même les armes. On suit, et corrige-moi Pierre si je me trompe, mais même au niveau des armes, on suit l'ordre. C'est-à-dire que l'arme qui est attribuée au tigre, c'est le bâton. C'est la première arme qu'on apprend. Ouais, puis on finit avec l'arme qui est attribuée au léopard. Exactement, et on finit avec l'arme la plus souple qui est l'épée, qui est associée au serpent. Donc même au niveau des armes, chaque animal, on lui attribue des caractéristiques, on lui attribue une certaine force, on lui attribue un moyen, une façon de se déplacer, on lui attribue aussi une arme particulière. C'est quoi les 5 armes? On a parlé du bâton. Excuse-moi Pierre, on y reviendra, on a amplement le temps, by the way. Le bâton, après c'est quoi? On finit par l'épée, c'est quoi les 3 autres? Ben, il y a le double couteau. Ça, c'est la deuxième forme. OK. Et après ça, il y a les sabres. Et après ça, on en parle de longs couteaux, c'est les kwandao. Okay? Et après ça, ben, on va avec la lance et l'épée. Mais il y a 18 armes. Les premières armes, c'est celle-là. Puis après ça, tu vas faire les autres armes pour finir les 18 armes. Mais justement, on va de l'arme simple et rigide à l'arme qui est un peu plus double. Après ça, c'est une arme qui est avec une chaîne comme le ninjaku. Tranquillement, puis on finit jusqu'à la dernière arme, c'est la chaîne. C'est vraiment la plus souple. Okay. Donc c'est ça, on va du plus rigide à la plus souple. Mais parce qu'on parlait des 5 animaux, parce que les 5 animaux, qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est l'aspect, la surface. Mais c'est plus profond que ça, les 5 animaux. On parle aussi des 5 éléments. Là, on touche l'aspect taoïste. Ok, des 5 éléments, il y a les cycles destructeurs et les cycles constructeurs. Okay? Et de la manière que nous on pratique dans les 5 animaux au niveau d'autodéfense, c'est les cycles destructeurs. Okay? Les bois absorbent la terre absorbe l'eau éteint les feux fait fondre les métals et les métals coupent les bois. Donc tu vois, ça c'est les cercles destructeurs. C'est pour ça que chaque animal bat l'autre. Okay? Mais dans la médecine, c'est le contraire. On va de notre sens. C'est pour engendrer. Un qui engendre l'autre. Et c'est ça. Donc, il y a l'aspect aussi taoïste. Et quand on parle de taoïste, on parle de la science taoïste. Faut pas oublier qu'à l'époque, les taoïstes étaient considérés les scientifiques de l'Asie. Donc, les autres, c'était vraiment qui expliquaient tout ce qui est la vie, les 5 éléments. Puis les 5 animaux, on parle aussi des 5 respirations. Parce que la respiration, c'est des chi. Donc, 5 éléments, 5 respirations. OK? Puis il y a aussi 5 forces différentes. OK? La force directe, la force dilatoire, vibratoire. Et bon, tout ça, ça fait partie aussi des 5 animaux. C'est quand même c'est quelque chose de plus profond que juste l'aspect qu'on voit extérieur. Quoi. Non, c'est intéressant. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment en commentaire sur une vidéo. Il m'a demandé la prochaine fois que vous aurez quelqu'un qui fait des arts martiaux chinois, mais on va dire que ça rentre dans la catégorie. Vous leur demanderez comment ils appliquent le concept de force explosive. Est-ce que c'est un concept qui est présent chez vous? Parce que souvent, tu sais, le concept du one inch punch puis force explosive, c'est souvent plus associé aux arts martiaux chinois. Fait que je sais pas si c'est une notion qui est enseignée chez vous. Si oui, c'est intégré comment? Ben, écoute, justement, on vient de parler, on parle du dragon. Le dragon, c'est contracté. Tu contractes, ok? Et l'éthique, c'est l'explosion. Ok? Donc, c'est ça qu'on travaille dans les 5 animaux, c'est contracter, exploser. Ok? Donc, c'est à travers la pratique des animaux que tu vas avoir les aptitudes physique et après ça, on peut t'enseigner les techniques pour avoir la force explosive. Mais il y a des conditions à remplir. Tu peux pas juste enseigner à quelqu'un la force explosive puis il a pas préparé son corps. Il faut avoir une préparation avant de pouvoir exécuter la force explosive.
Et ça se voit, je veux dire, même dans les différents styles. Je sais que tout à l'heure, je pratiquais plus du Pac-Man, mais même là, il y a une manière de le faire. Ça a l'air différent, mais c'est les mêmes principes en fin de compte. Donc, c'est juste intéressant de voir que ça se voit dans les différents styles aussi. Ouais, vraiment ça. Puis le Pac-Man, est-ce que tu peux nous situer un peu c'est quoi le background? Puis vous enseignez les deux dans vos écoles, fait que c'est intéressant. Fait que c'est quoi que ça apporte? C'est quoi le qui distingue le Pac-Man de votre style? Ça, c'est une histoire qui est quand même particulière. Je vais parler. Vas-y, Oumo. Ouais. Non, j'allais juste dire, je vais parler de mon expérience vite fait, mais Pierre est vraiment bon pour tout ce qui est historique, pour relater pourquoi. Mais le pourquoi dont il va parler, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment faire du Pac-Man, parce que je suis arrivée au niveau instructeur, etc., avec le Wing Chun, mais le Pac-Man, visuellement, c'est quelque chose d'abord, numéro 1, c'est vraiment attirant visuellement, mais c'est aussi presque l'inverse. C'est comme si le Wing Chun était le yin, le Pac-Man le yang. C'est vraiment, ça a été créé pour contrer le Wing Chun. Donc, même au niveau de l'apprentissage, c'est comme si tu dois défaire tout ce que tu as appris en Wing Chun pour apprendre le Pac-Man parce que c'est complètement l'inverse. Mais ça permet aussi de comprendre encore mieux pourquoi j'ai appris le Wing Chun de cette façon et pourquoi les principes de Wing Chun sont tels. Donc, Pierre, peut-être tu veux partager, c'est quoi l'historique derrière le Pac-Man? Mais c'est intéressant les Pac-Man parce qu'il faut comprendre le Wing Chun quand il était inventé à l'époque. On n'a pas de preuves, mais ce sont les rumeurs parce que on peut pas avoir des preuves écrites, mais c'est des transitions orales. Le Wing Chun était inventé pour contrer les Pac-Man. Donc parce que les Pac-Man c'était un style, c'est le premier style qui a pratiqué les courts trajets dans le système Shaolin. Okay? Et en plus, les Pac-Man, il y avait fait une fusion entre le système bouddhiste et le système taoïste. Et quand je parle bouddhiste et taoïste, je parle du système Shaolin et le système Wutang. Il a fait une fusion entre les deux et en plus, il a inventé les courts trajets. Et quand les Pac-Man est venu il a fait surface dans le monde du Kung Fu en Chine, mais il a fait un ravage. Il faisait un ravage, puis il gagnait sur tous les styles de Kung Fu. Et dans l'histoire aussi, on parle que les Pac-Man y avaient été du côté de l'empereur, du côté de la dynastie Qing. Donc les Pac-Man étaient comme considérés comme l'ennemi de tous les mouvements révolutionnaires qu'il y avait en Chine. Donc, c'est à cause de ça qu'on avait inventé le Wing Chun. Et le Wing Chun était inventé pour contrer les Pac-Man. Et donc, c'est la thèse et l'antithèse. Et même le mannequin bois, quand tu vois justement, on parlait du mannequin bois qu'on voit, on voit que les deux bras sont ouverts comme ça, avec un bras en dessous. Mais c'est la position du Pac-Man. De la manière que tu vois le mannequin bois, mais c'est la position du Pac-Man. Et quand tu comprends le Wing Chun, et tu vois les Pac-Man, tu comprends pourquoi les Wing Chun, tu vois, les deux mains sont dans la ligne droite. Les Pac-Man, les deux mains sont ouvertes. Parce que les Pac-Man laissent la personne rentrer à la ligne médiane. Les Wing Chun protègent la ligne médiane. Tu vois? Donc, c'est ça qui est particulier des deux styles. Donc, la thèse et l'antithèse. Et comme Oumo expliquait, quand tu fais un style, mais tu comprends pourquoi l'autre style, il fait de telle manière. C'est ça qui est intéressant. Puis les Pac-Man, c'est quand même une style qui est quand même très propagée dans le monde, beaucoup moins que le Wing Chun. Le Wing Chun était devenu connu à cause de Bruce Lee, mais les Pac-Man quand même, il est répandu quand même beaucoup en Europe, en Latine-Amérique. Puis c'est ça, c'est vraiment un style qui est très particulier aussi, intéressant à pratiquer, puis c'est vraiment le fun à voir aussi. Puis en tant que pratiquante, Kairi, c'est quoi le challenge de travailler 2 heures? Peut-être un art qui te fait défaire ce que tu as passé des années à bâtir. Déjà, c'est pour le cerveau, ça doit être un challenge. Comment tu réussis à balancer les deux? Ouais. C'est un challenge. En ce moment, ce que je fais, par exemple pour le Wing Chun, je l'ai arrêté là où je me suis arrêté, puis je pratique pour la mémoire, pour pas perdre ça. Et tous les nouveaux apprentissages, c'est vraiment des nouveaux apprentissages de Pac-Man. Donc, c'est comme ça que parce que ce serait très difficile de vouloir apprendre les deux. Le corps, il se déplace différemment, la force, elle bouge différemment, etc. Donc, je pratique toutes mes anciennes formes pour la maintenance, mais au niveau de ce que j'apprends maintenant, c'est vraiment le Pac-Man, parce que sinon,
c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Déjà, tout défaire, là, c'est pas évident. Après des années, puis des années de pratique, ouais. Non, c'est clair, ça doit être tout un défi. C'est clair. Puis, il y a quelque chose que je voulais aborder avec vous en tant que pratiquant puis enseignant d'arts martiaux, particulièrement les arts martiaux traditionnels, tu sais, avec l'émergence du MMA notamment, puis des sports de combat qui prennent de plus en plus de place. Il y a un débat qui revient souvent sur Internet, puis j'aime entendre les invités là-dessus, c'est le fameux débat de l'efficacité. Tu sais, l'espèce de faut absolument que ça fonctionne dans la rue, sinon ben ça sert à rien d'apprendre ça. Tu sais. C'est pas ce que je crois, là, mais c'est le message véhiculé par certaines personnes. Vous en pensez quoi respectivement de ça? Comment vous vivez ça en tant que pratiquant et enseignant d'arts martiaux? Puis, est-ce que vous considérez que ce que vous enseignez c'est applicable? Si oui, ben, comment vous distinguez, disons, pour vos élèves? Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on t'enseigne, exemple, pour t'entraîner, c'est quelque chose pour renforcer le corps. Tu peux pas faire ça tel quel, un peu comme ce que Pierre disait tantôt concernant l'exercice de la main collante. Mais par contre, ça peut t'amener tel bénéfice. Donc, bref, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser aller là-dessus. Comment vous voyez ça, vous, ce débat-là? Est-ce que c'est nécessaire que ça soit absolument applicable? Je vous écoute. Ben, Qu'est-ce que tu penses, Pierre? ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que le Kung Fu, il est efficace? C'est clair. OK? Parce que on voit, surtout le Wing Chun, hein? Le Wing Chun a vraiment passé un mauvais moment depuis quelques années. Ils se font presque tous ramasser dans les MMA. On voit un peu partout. OK? D'autres styles de Kung Fu. Ouais, c'est comme l'aïkido, mettons. Mais pour répondre à ces questions-là, il faut comprendre un peu l'histoire aussi. Parce que il faut comprendre l'histoire. L'histoire, les passés justifient les présents. OK? À l'époque, quand on était au pic du Kung Fu en Chine, les échanges de techniques étaient tout à fait normaux. Il y avait des échanges techniques amicales où on allait défier un autre maître pour essayer de prouver quoi que ce soit. C'était monnaie courante à l'époque de faire des échanges de techniques. Et donc, il y avait c'était quelque chose de banal. Après, lorsque il y a eu les grands exodes du Kung Fu de la Chine, puis ils sont partis à l'extérieur, ok. Là, c'est comme le jeu du téléphone, ok. On a commencé, il y a beaucoup des choses qui ont été perdues à travers la transition des techniques, mais aussi l'autre phénomène, c'est qu'on a arrêté de pratiquer les combats de manière réelle. Le Kung Fu est tombé dans tout ce qui est spectaculaire. Et l'autre aussi, ce qu'ils ont fait, ils ont tombé dans les techniques préconçues. Techniques préconçues, qu'est-ce qu'on voit dans YouTube. Tu sais, des maîtres de Kung Fu qui font des simulations des situations. OK? Puis là, la personne fait telle chose, puis là, il bloque, c'est super beau, puis là, on voit que c'est logique, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas qu'est-ce qui est vrai. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive avec les temps? Ils ont commencé de plus en plus s'éloigner de l'aspect d'échange de techniques. Donc, ils sont restés plutôt dans la pratique des formes et la pratique des techniques préconçues. Tandis que les MMA, ils ont fait le contraire. Eux autres, tout de suite dans les rings, allez, va te battre, et ils ont commencé vraiment à s'habituer. Et ça, c'est relié avec un facteur qui est très omniprésent dans les échanges de techniques, ce sont les émotions. Les émotions, ok, c'est un facteur qui décide beaucoup des choses lorsqu'on fait un échange de techniques. Et qu'est-ce qui arrive? Que beaucoup de personnes qui pratiquent dans les kung-fu, mais qui font pas de combat, mais qui font juste des techniques préconçues, ils font des drills, ils répètent des drills. Lorsque tu le mets dans un ring, ok, dans un ring avec un public ou avec un adversaire que tu connais pas du tout, mais tu as pas d'expérience. T'as pas vécu vraiment l'aspect émotionnel. Et qu'est-ce qui arrive? Que les personnes figent. Ils figent, puis là, ils n'arrivent pas à faire les techniques parce que lui, il était toujours habitué dans l'aquarium du dojo, tu vois, dans un contexte qui est sécuritaire, où ce que ton partenaire collabore, tu vois, il y a tout. Donc, ça crée une mauvaise habitude, et quand il saute dans les rings,
Mais face à quelqu'un ça fait comme 10 fois qui a fait des combats, pour lui, il a beaucoup moins peur, puis il maîtrise beaucoup plus les émotions à cause de l'expérience qu'il a vécue. Et tandis que lui, qui fait du kung-fu, qui a toujours fait les choses de manière très sécuritaire, dans une ambiance très soft, on peut dire, là, il saute dans une situation réelle, la personne fige, puis c'est pour ça qu'il tombe comme des mouches. Ça, c'est une des problématiques de beaucoup d'écoles de kung-fu. Il y a d'autres écoles de kung-fu qui pratiquent les échanges de techniques, mais beaucoup, ils ont perdu cet aspect-là d'échange de techniques. Puis tu sais, il y a une notion là-dedans aussi qui est souvent oubliée dans ces débats-là, puis c'est quelque chose qui revient souvent dans nos conversations au fil du podcast, c'est que tout dépend du contexte, puis que même le contexte MMA, c'est pas la rue non plus. Parce que dans la rue, dans la MMA, t'es pas en train de défendre ta vie. Oui, tu manges des coups, mais c'est sportif, il y a des règlements, il y a un arbitre. Techniquement, t'es pas supposé mourir à la fin du match. Dans la rue, tu vas mourir si tu défends pas ta vie. T'sais, si c'est vraiment une agression pour s'en prendre à ta vie. Puis si c'est juste quelqu'un d'intoxiqué qui s'en prend à toi, ben souvent le pratiquant d'arts martiaux, l'avantage qu'il a, c'est le contrôle de soi, c'est le calme. Tu sais, combien d'anecdotes j'ai entendu de gens qui disaient souvent ce que les arts martiaux m'ont apporté de plus, c'est pas d'avoir eu à me servir de mes poings, c'est de juste rester tellement en contrôle de moi que j'ai complètement désamorcé l'agresseur juste en restant calme puis en ayant l'air sûr de moi au point où si tu m'attaques, je vais savoir quoi faire. Juste ça désamorce 90% des situations à risque. Parce que la plupart des gens qui pratiquent les arts martiaux aujourd'hui dans le monde sont pas des soldats, sont pas des combattants. Donc, au day-to-day, auront jamais à mettre leur vie en jeu. Fait que ça va être des agressions, de la petite agression de rue, c'est de l'agression de base. Ça peut être de la violence conjugale, mais ça sera pas, pour la plupart, du combat de champ de bataille, là, tu sais. Ouais. Et ce que j'allais dire. C'est un contexte. Ouais, ce que j'allais dire, ça va un peu dans la direction de ce que tu dis, mais c'est parce que, par exemple, j'ai un moment, avant d'aller dans cette école, j'ai pratiqué du Krav Maga aussi, ok? J'ai cherché pour trouver mon style. Donc, j'ai pratiqué du Krav Maga, mais on pourrait dire, oui, dans le Krav Maga, c'est vraiment des techniques, c'est des techniques de combat, c'est déjà, la manière dont ça a été inventé, ça devrait marcher dans la rue. Mais même chose, c'est des techniques préconçues. Si jamais cette personne dans la rue, elle vient pas dans le même angle exactement, avec la même force que ce que tu as pratiqué, ça sert à rien du tout. Donc, personnellement, pour avoir fait du Krav Maga et pour avoir pratiqué, par exemple, dans notre fédération où on pratique des combats, assez tôt on commence ça, puis on pratique ça au temps réel qu'on peut, parce que même là, il y a des règles, etc., mais on travaille sur les émotions, on travaille sur l'endurance, on travaille sur garder ta tête leveled, comme on dit, vraiment garder ce pacifisme au moins intérieur pendant tout le temps que t'es en combat. J'ai trouvé ça beaucoup plus utile pour moi à l'extérieur que ce que j'ai pratiqué en Krav Maga, par exemple. Ok, donc et je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de pouvoir garder ce contrôle de soi dans toutes les situations. Dans les techniques à deux qu'on fait, etc. On n'est pas beaucoup de filles. Pendant longtemps, on n'avait pas beaucoup de filles du tout, donc c'était toujours avec des gars qui sont plus forts, qui sont plus grands, qui sont plus costauds, etc. Mais qu'est-ce que ça prend pour moi? Ça m'a pris de développer le courage, ça m'a pris de me dire, s'ils sont plus forts que moi, plus grands que moi, peut-être qu'il faut que je travaille autre chose. Je vais travailler ma rapidité, je vais travailler ma flexibilité, de juste penser autrement pour atteindre le même objectif. Et après ça se traduit partout. Je te dis, il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu le courage de les faire juste parce que j'ai développé ça. Ouais, dans nos techniques à deux, puis dans les combats quand on était au Wing Chun, j'ai pas pris ça ailleurs. Donc oui, même si ce sont pas des choses que peut-être ça va pas être applicable à 100% dans la rue. J'espère que pour la majorité des gens, c'est pas là qu'ils espèrent atteindre leurs objectifs dans la rue. Là, il y a bien d'autres choses à faire dans la vie que de se battre dans la rue, et les arts martiaux vont aider pour ça. C'est clair. Vraiment. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, tu sais, puis c'est que tu as parlé que tu avais essayé le Krav Maga, puis tu sais, je pense que dans tous les styles, ce qui va faire que c'est efficace ou non, c'est aussi beaucoup le professeur sur lequel t'es tombé ou la façon que c'est enseigné, parce que clairement, je pense que le Krav Maga peut être appliqué dans la rue, tu sais, pour en avoir vu puis avoir parlé à beaucoup de monde, puis même chose avec à peu près tous les arts martiaux. À la fin de la journée, tu peux l'enseigner ton style de façon sportive et de façon théorique, sans trop pousser, sans vouloir
vraiment préparer tes élèves correctement, ou tu peux l'enseigner, puis prendre des trucs préétablis, comme tu dis, puis faire en sorte de dire, regarde, moi, je te donne un coffre à outils, puis après ça, quand tu vas avancer, on va te montrer à brasser tout ça, puis à t'adapter à différentes situations. Parce qu'évidemment que tout ce qui est préconçu, tout ce qui est kata, tout ce qui est forme ou technique fabriquée pour faire face à telle ou telle situation, ça peut pas être appliqué tel quel. Il faut que tu vois ça plutôt comme des principes qui sont derrière. Un peu comme les mains collantes tantôt. C'est pas quelque chose que tu peux utiliser tel quel, mais ça va t'apporter autre chose si tu es capable de le voir. Mais il faut que le professeur guide l'élève vers ça. Puis comme on dit souvent, il y a pas de mauvais élèves, hein, il y a juste des mauvais professeurs. Mais ouais, justement, juste pour faire une petite clarification, les techniques préconçues sont nécessaires dans l'apprentissage. Mais nous, on fait une approche qu'on essaie d'enseigner aux étudiants d'avoir des réflexes intelligents. Les réflexes intelligents, c'est ceux qui vont agir de la manière correcte selon la situation qui se présente. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par les réflexes intelligents? C'est la répétition. C'est la répétition, on répète, et ça vient de la mémoire musculaire. OK? On appelle ça les réflexes intelligents. Donc, quand il y a quelque chose qui arrive, la première chose qui va réagir, c'est les réflexes intelligents. OK? C'est là, justement, comme Moumou disait, tu peux pas penser à une technique préconçue, au lieu de prendre l'épaule gauche, ils vont prendre l'épaule droite, puis là, tu figes. Parce que ça rentre pas dans la boîte, tu vois? On va jamais enseigner à quelqu'un me prend par l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est pour ça qu'on est contre, juste une parenthèse, on est contre, ça c'est personnel, mais moi je suis contre, des fois je vois des ateliers autodéfense, après 1 mois, vous pouvez appliquer les techniques. Ça c'est dangereux faire ça. Pourquoi? C'est plus dangereux. Parce que la personne va embarquer dedans, il va avoir une fausse confiance en soi, il va arriver devant une situation et à cause de fausse confiance en soi, au lieu de faire demi-tour et partir, mais il va faire face à la musique et là, il va manger toute une volée ou quelque chose de pire. Parce que la réalité, c'est tout à fait différent. Et c'est pas vrai qu'en 1 mois ou 3 mois, tu vas devenir quelqu'un qui va pouvoir faire face à une situation dangereuse. Donc, ça, je trouve ça irresponsable. OK? Faut pas envoyer les gens à l'abattoir. Ça prend un certain temps avant que tu puisses être capable de bien agir en une situation dangereuse, tu sais. C'est un peu ce qu'on disait. À la limite, si le professeur prépare ses élèves en leur disant dès maintenant, t'es capable de faire face à toute situation, c'est lui qui est irresponsable. La personne, elle la suit, elle pense qu'elle a affaire à un professionnel. Si le professionnel il lance la poudre aux yeux, après, effectivement, ça peut être dangereux, là. C'est important, tu peux pas montrer des techniques avec un haut niveau de dangerosité à des enfants en bas âge. Tu sais, des enfants en bas âge, de toute façon, c'est quoi les techniques que tu veux leur enseigner? Tu leur enseignes l'autodéfense. C'est des techniques beaucoup plus pour faire face à l'intimidation, me déprendre de quelqu'un qui me retient, ce genre de trucs-là. Tu vas pas lui enseigner à briser des genoux, briser des coudes, là, à 5 ans, là. Tu sais, c'est pas... C'est là où la philosophie est importante. Sens, là, tu sais. Non, vraiment. Ah ouais, c'est clair. Puis c'est ce qui distingue, je pense, les arts martiaux traditionnels des sports de combat, puis ça enlève rien aux qualités athlétiques développées par les gens qui font des sports de combat et aux bénéfices qu'on peut en retirer. Si c'est ça que tu recherches, de bouger puis de te mettre en forme, effectivement, ça peut être excellent. Mais ce n'est pas une façon de... Tu sais, il y a aussi ce discours-là de l'autre côté est tout aussi toxique. Quelqu'un qui fait du MMA peut pas sortir dans la rue en se disant « Je suis prêt à faire face », c'est parce que c'est 2 choses différentes. T'es pas dans un ring, on t'a pas enseigné à désamorcer, on t'a enseigné à prendre des coups et à en donner, c'est tout. C'est vraiment pas la même chose, c'est 2 contextes différents, puis c'est important que des 2 côtés, cette mise en contexte-là soit faite, je pense. Bref. Ouais. Puis dans le futur, là, vous voyez ça comment, le développement des arts martiaux? Ça fait 2 ans qu'on est comme ça, hein, au Québec en tout cas. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en France aussi maintenant, puis eux, c'est aussi comme ça, mais c'est un contexte différent, là. Des fois, ils sont ouverts, puis nous, on est fermés. Des fois, c'est l'inverse. Mais voyez ça comment? Avez-vous l'impression que ça nous a nuit ou qu'au contraire, ça... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que ça a prouvé par A plus B
qu'il y a aucun vidéo YouTube qui peut remplacer un professeur en personne. Ça, c'est mon impression, là, parce que j'ai donné des cours Zoom, parce que tantôt, je vous entendais en début parler de cours Zoom hors d'onde, puis j'en ai donné. J'ai gardé des élèves grâce à ça, mais c'est tellement pas la même chose. Fait que, vous en pensez quoi de l'avenir des arts martiaux de ce côté-là? L'avenir des arts martiaux. Je pense que, en fait, c'est difficile parce que c'est difficile de prévoir comment les choses vont changer, mais la réalité, c'est que c'est la même chose partout. Autant dans les arts martiaux, il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire où les gens ont dû révolutionner pour s'assurer de préserver les techniques, de préserver les philosophies, etc., et de pouvoir les transmettre. On est vraiment dans cette période, selon moi, où, encore une fois, c'est le temps de penser à comment est-ce qu'on va, malgré tout ce qui se passe, malgré les restrictions, malgré le fait que c'est difficile de se rencontrer pour transmettre comme on a l'habitude de transmettre. Comment est-ce qu'il faut penser autrement pour pouvoir continuer, en fait, les choses? Parce que sinon, si on fait pas attention, ça peut être une période de l'histoire où on perd beaucoup de choses, où on perd beaucoup de ces connaissances-là. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est très difficile de faire ça via Zoom. C'est très difficile de pouvoir transmettre ce qui est possible de transmettre quand on est face à face avec quelqu'un, parce que c'est au-delà de juste les techniques. Il y a autre chose, il y a une façon de penser, il y a comme un vibe qui va avec, qu'est-ce que c'est. La mémoire exactement. Aussi. Le fait de l'avoir souffert, ton entraînement. Exactement. Et puis, je veux dire, même quand on parle des techniques à deux, c'est impossible de faire ça, en tout cas pour l'instant. Pour l'instant, impossible de faire ça en virtuel. Mais il y a l'opportunité de commencer à penser à comment est-ce qu'on va maintenir ça, comment est-ce qu'on va faire pour transmettre ça et s'assurer de pas tomber dans la paresse de se dire, OK, il n'y a pas de cours en présentiel, donc je laisse faire. Et malheureusement, c'est très facile dans ces temps-là. Donc, tout ce que je peux dire, c'est numéro un, de juste d'encourager, surtout pour les gens qui sont étudiants d'arts martiaux, qui peut-être sont en train d'écouter ça et qui se disent, moi, ça fait quelques semaines, je suis pas allé parce que, on est en couvre-feu ou c'est justement le temps où, même pour notre santé mentale, c'est important de s'entraîner, c'est important d'être présent encore. Et c'est important de continuer nos apprentissages et notre entraînement, en fait, parce qu'en fin de compte, on va sortir de ça encore plus fort. Mais c'est facile d'aller dans l'autre sens aussi. Je pense qu'il y a de l'espoir. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Faut juste accrocher. C'est bien une note positive, Pierre. Moi, je trouve que l'histoire se répète encore pour les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a beaucoup de périodes où les arts martiaux ont failli disparaître. Mais ils ont dû s'adapter pour pouvoir transmettre les connaissances. Comme en Chine, c'était interdit la pratique des arts martiaux, sur peine même des morts. Donc, il fallait enseigner en secret et tout. Mais j'essaie de garder une note plutôt positive. Je crois que maintenant, les gens ils vont réaliser l'importance des arts martiaux quand on perd cet accès. OK? Et ça me fait penser un peu l'histoire du Shaolin Kung Fu. Comment les Shaolin étaient inventés et pourquoi les Shaolin Kung Fu est venu au monde. Mais il y a une certaine ressemblance à ce qu'on vit aujourd'hui. Je m'explique. On sait que lui qui a inventé les Shaolin Kung Fu, c'est les moines indiens Bodhidharma. C'est Bodhidharma qui est venu apporter la connaissance au temple Shaolin. Mais qu'est-ce qui est particulier de comment lui, pourquoi il a enseigné les arts martiaux? C'est quand lui est venu visiter les temples pour voir les moines en Chine, comment ils autres pratiquaient le bouddhisme. Il a resté quelques jours juste à observer comment les moines fonctionnaient. Et après quelques semaines, il est allé voir les moines suprêmes, puis il dit, écoute, je veux me retirer, puis je vais aller dans une grotte. Et je vais dans une grotte et je vais aller méditer parce qu'il faut que je vous amène certaines corrections à votre pratique bouddhiste. Et là, il a resté 9 ans dans la grotte. 9 ans. Selon les gens, 9 ans. Et au bout pendant ce temps-là, il a écrit 3 livres. Et les 3 livres qu'il a écrits, c'était les corps physiques, les corps énergétiques et les corps mentaux. Puis quand il est sorti de la grotte, il a donné ça aux moines, puis il dit, bon, vous devez absolument mettre en pratique ces livres-là pour pouvoir continuer votre cheminement. Parce que je me suis rendu compte à travers mon observation,
c'est que vous faites que méditer, prier, dormir, et c'est tout. C'est juste ça que vous faites. Et votre santé physique est détériore. Vous faites pas vraiment beaucoup d'exercices, donc vous avez une vie qui est plutôt courte à cause que vous avez négligé les corps physiques. Il dit, comment vous voulez atteindre l'illumination si votre vie, elle est si courte? Des fois, même une vie, c'est pas assez pour atteindre l'objectif de l'illumination. Donc, les moines, ils sont mis à pratiquer, puis à travers ça, il y a eu un développement au niveau physique, au niveau énergétique, puis surtout au niveau mental. OK? Et pourquoi je dis qu'il y a une ressemblance à ce qu'on vit aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, si on se rend compte, l'être humain est en train de revenir à cette étape-là où on bouge pas beaucoup, on fait pas beaucoup d'exercices, tout est automatisé, OK? Et on n'utilise presque pas notre cerveau. On utilise un téléphone intelligent qui pense à notre place. Et ça, c'est un muscle aussi. Donc, on travaille pas la mémoire. OK? Aujourd'hui, tu veux aller à telle place, mais c'est Google qui t'indique comment aller à telle place. Donc, tu n'utilises plus ton cerveau. Tu n'utilises plus ton ordinateur. OK? Et d'autres aspects de la tête qu'on n'utilise plus parce que on est en train de donner trop de place à l'intelligence artificielle, exemple. Donc, on est en train d'atrophier l'être humain. Tu comprends? Et les arts martiaux, c'est le contraire. Les arts martiaux, c'est pour upgrade l'être humain. Au niveau physique, comme je parlais tantôt des 5 éléments, on travaille tous les muscles, les tendons, les articulations. On découvre la merveille du corps humain au niveau physique. Au niveau énergétique aussi, on parlait tantôt des 5 éléments, les respirations et tout. Mais c'est au niveau mental. Au niveau mental, les arts martiaux, c'est merveilleux. Parce qu'on travaille quoi? On travaille la mémoire. La mémoire, c'est quoi? On doit prendre des katas. Plus que tu avances, plus que tu apprends des katas. Donc, tu dois toujours travailler la mémoire, la mémorisation. OK? Donc, tu travailles le subconscient. Et en même temps, tu travailles la conscience. Parce que la conscience, il faut que tu sois concentré sur les présents. La coordination des déplacements, en même temps que tu dois respirer. Donc, tu dois faire la coordination, la conscience, la subconscience. Donc, on travaille tout. Tu vois? Et c'est pour ça que là, les arts martiaux, ils prennent beaucoup de valeur dans un moment très critique. Tu vois? C'est comme ça que je vois maintenant les arts martiaux. Donc, je crois que les gens, à travers cette crise, ils vont réaliser, mais je pense qu'ils réalisent déjà, écoute, il faut qu'on se met un peu à mettre cette merveille du corps humain à l'explorer puis à essayer de le développer. Et les arts martiaux, vraiment, c'est ça. C'est vraiment un bon outil pour travailler tous les aspects de cet beau corps que nous avons eu. Mais j'ai souri beaucoup pendant que tu parlais parce que c'est un sujet qu'on a évoqué souvent dans les derniers temps avec différents invités. La question de l'intelligence artificielle puis le metaverse qui s'en vient puis tout ça, parce que tantôt Kairi disait peut-être un jour tu sous-entendais peut-être un jour on va être capable de s'entraîner à deux virtuellement. Puis je pense que l'humanité arrive à un point où bientôt il va falloir se poser la question va falloir définir qu'est-ce que ça veut dire être un être humain carrément, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire être un être humain à partir du moment où on a la possibilité d'intégrer la machine dans l'être humain. Est-ce qu'on veut le faire? Est-ce que c'est vers là qu'on veut s'en aller comme espèce? Puis qu'est-ce que ça a comme implication sur même l'apprentissage? Parce que dans les arts martiaux, c'est beaucoup ça, ce qui est important, c'est pas où tu t'en vas, c'est le chemin pour t'y rendre. Tu sais, c'est de monter la montagne parce qu'une fois que t'es rendu en haut, puis il y a un autre sommet, puis tu continues de monter. Puis ça, si tu peux acquérir des connaissances instantanément en les téléchargeant, ben rendu là, à quoi bon l'existence humaine, tu sais, fait que je trouve que les arts martiaux on apporte ce sens de profondeur là, puis que peut-être les autres pratiques physiques ont pas tout le temps. Puis c'est ce qui peut faire aussi que des fois il y a des élèves qui sont restés peut-être au travers de cette pandémie-là dans les arts martiaux puis qui ont peut-être délaissé certains sports parce qu'un sport, tu sais, je peux arrêter de jouer au soccer puis recommencer dans 6 mois, je sais encore jouer au soccer. Mais les arts martiaux, si j'arrête, ça se dégrade, ça se perd. Les réflexes que t'as bâtis, que t'as travaillé, la condition physique que t'as développée, elle va se dégrader là si t'arrêtes là. Donc c'est quelque chose, c'est un mode de vie, c'est une façon d'être. Fait que non, je trouve que ça conclut vraiment bien l'épisode, le point que t'as apporté. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment intéressant.
Puis on remettra ça, puis je vais vous garder pour quelques minutes encore, si ça vous va. On a une petite portion que les gens pourront aller écouter sur notre Patreon, qui est patreon.com Guerrier Podcast. Puis pour les autres, on se revoit pour un prochain épisode. Puis merci encore de votre temps, c'était vraiment super intéressant.